Est-ce que vous pouvez regarder la caméra et faire clap? Bonjour Jean-Pierre Petit. Bonjour. Donc je vous remercie de m'avoir accordé cet entretien chez vous à Aix-en-Provence. Même si beaucoup vous connaissent déjà, pourriez-vous vous présenter et nous dire pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Moi, je suis un scientifique, j'ai travaillé dans plusieurs domaines différents, mais enfin le thème de notre interview d'aujourd'hui, c'est plutôt mes travaux en astrophysique et en cosmologie. Voilà, donc vous allez principalement nous parler de votre modèle cosmologique Janus. On va aborder des questions de science, on va aussi aborder des questions de croyances. Donc je signale à nos spectateurs que vous avez une chaîne YouTube, donc je vous invite tous à aller consulter les vidéos de Jean-Pierre Petit, notamment sa série de vidéos sur le modèle Janus, qui représente le noyau dur de vos travaux actuels. Vous avez également publié plusieurs livres, donc tous les liens sont dans la description. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, à savoir la présentation de votre modèle Janus. Donc je précise que je n'ai pas une formation scientifique et qu'à ce titre, je vous inviterai à vraiment simplifier autant que faire se peut, d'autant que je pense que c'est aussi ce que nos spectateurs attendent. Jean-Pierre Petit, première question, pourriez-vous me présenter votre modèle Janus comme si j'avais 8 ans? Première chose, je crois qu'il faut dire pourquoi c'est un modèle, pourquoi créer un modèle. Alors, notre modèle cosmologique, depuis les travaux d'Einstein, c'est basé justement sur cette relativité générale. Et cette relativité générale, il y a une belle équation qui pilote tout ça, avec le fait qu'on remplace les actions à distance par les forces, par de la géométrie, etc. Et alors, la chose, c'est que on s'est aperçu, dans les années 70-80, qu'il manquait de la masse. Peut-être que vos spectateurs connaissent un petit peu ce problème. Par exemple, dans les galaxies, le Soleil tourne trop vite. Le Soleil tourne, je crois, quelque chose comme 200 km par seconde, et il devrait tourner à 130. Donc il est en excès de vitesse, et la force centrifuge fait qu'il aurait dû se faire la malle depuis longtemps. Donc les galaxies tournent trop vite, et donc à ce moment-là, pour arriver à garder leur cohésion, il faut une matière supplémentaire. Et ça fait 4, 5, 6 fois la masse qu'on observe. Donc on avait créé ce concept de missing mass, de masse manquante. Et après, on l'a appelé matière sombre. Et pendant des décennies, on a considéré que ceci était une évidence, que cette masse devait exister. Parce que c'est pas possible autrement, quoi. Juste pour que ce soit bien clair, donc on constate qu'il manque de la masse dans l'univers. J'imagine que ça on le trouve grâce à des calculs. Et de là, on en déduit le concept de matière noire pour expliquer la masse manquante. Oui, mais cette matière noire n'a pas été du coup observée. Mais vous voyez, la question, c'est qu'en science, on explique beaucoup de choses en mettant des mots, par exemple. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, c'est comme les somnifères qui ont une vertu dormifive. On est dans le Molière, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que la matière sombre? C'est de la dark matter. Voilà, c'est un mot. Alors, c'est un mot. Et en 2011, il y a eu une autre catastrophe. Tout d'un coup, on s'est aperçu que l'univers accélérait. Vous avez un univers en expansion, puis normalement, cette expansion se ralentit. Et tout d'un coup, il y a 3 Hélibrius qui ont montré qu'au contraire, ça s'accélérait. Alors pour ça, il fallait quelque chose d'autre, qu'on a appelé l'énergie noire. Cette énergie noire, c'est elle qui fait que le cosmos s'accélère. Alors on a mis tout ça dans le modèle cosmologique, et ça a donné ce qu'on appelle le modèle lambda CDM. CDM, ça veut dire Cold Dark Matter, c'est-à-dire une matière sombre, mystérieuse, froide. Et puis, lambda, c'est le pouvoir répulsif du vide. Alors, si on essaye de sortir de ce genre de choses-là, une idée que des gens ont eue dans les années 50, c'est de penser qu'il puisse y avoir des masses négatives dans l'univers. Et malheureusement, quand on met ces masses négatives dans la cosmologie, c'est une catastrophe, parce qu'on obtient des lois d'interaction qui sont aberrantes. Donc, il y a une chose qu'on peut difficilement expliquer, mais quand on prend le modèle cosmologique, il est concrétisé par l'équation d'Einstein. Et bien cette équation d'Einstein, elle contient la loi de Newton. C'est-à-dire lorsqu'on lui demande qu'est-ce que tu as dans le ventre, elle répond, quand 2 masses se rencontrent, elles s'attirent avec une loi proportionnelle inverse du carré de la distance. Alors maintenant, si on met des masses négatives et qu'on pose la question à ce modèle einsteinien, la réponse est, lorsque une masse positive rencontre une masse négative, la masse positive fiche le camp poursuivie par la masse négative.
On a peut-être très text-free. Ouais, c'est très text-free. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé. C'est bien ça. Oui, c'est la masse positive qui s'en va poursuivre par la masse négative. Voilà. Et on a appelé ça le phénomène runaway. Runaway, ça veut dire partir au loin. Alors encore, on a mis un mot. Alors, vous voyez une chose quand même, c'est qu'en physique, il y a un principe fondamental qui est le principe d'action-réaction. C'est-à-dire si A attire B, B attire A. Voilà. Et ça, c'est un des fondements de notre physique. Et là, on a une violation du principe d'action-réaction. Ces particules qui fichent le camp. Et alors, en plus, là où c'est absurde, c'est qu'elles accélèrent indéfiniment, mais l'énergie se conserve. L'énergie cinétique, vous savez que l'énergie cinétique, c'est 1,5 de mv2. Mais comme il y a une masse qui est négative, bon, alors la question c'est, est-ce qu'on accepte d'intégrer une chose pareille dans le modèle? Alors, vous avez des gens, comme l'anglais Jamie Farnès, comme le français Gabriel Chardin, qui disent, oui, on va intégrer ce qui fait que dans des articles, vous trouverez l'étrange comportement des masses négatives. Puis alors, il y a aussi une chose, on pourrait se dire, non, ça, je ne veux pas intégrer ça dans la physique, c'est plus de la physique. Alors à ce moment-là, c'est très compliqué, parce que si on veut sortir de cette chose-là, eh bien, il faut sortir du modèle d'Einstein. Il faut considérer que l'équation d'Einstein, c'est une des deux équations d'un système de deux équations, qui est le modèle Janus. Alors, vous voyez, proposer quelque chose qui va au-delà d'Einstein, qui intègre le modèle d'Einstein comme une étape, c'est pas commun à vendre. C'est pas commun parce qu'on se dit tout de suite, en tout cas d'un point de vue extérieur, évidemment, que prétendre dépasser Einstein, ça paraît très prétentieux, ça paraît presque fou. Mais vous, ce que vous expliquez, c'est que c'est pas, vous n'allez pas à l'encontre en fait d'Einstein, mais simplement vous complétez, vous apportez la partie manquante. Ben, vous savez, de toute façon, dans cette modélisation des choses, il y a toujours un modèle qui est comme les poupées russes, qui finit par emboîter. Par exemple, vous prenez la loi de Newton, eh bien, la mécanique newtonienne, c'est une partie de la mécanique d'Einstein. Ça consiste pas à dire Newton s'était trompé. Voilà. Et là, c'est pareil, ça ne veut pas dire Einstein s'est trompé, simplement, c'est une partie de cette dynamique. Alors, cette dynamique, elle a une chose particulière, elle explique, par exemple, l'accélération cosmique. On peut reproduire les exemples à l'infini. Je veux dire, Aristote s'est peut-être trompé sur tout, mais il a aussi permis ensuite, il a donné une assise à la science, donc il n'y aurait pas eu de science telle qu'on la connaît aujourd'hui sans Aristote. Mais si on compare avec notre savoir actuel, évidemment, on va dire Aristote s'était trompé. Et vous comprenez, il y a une chose, c'est que quand on crée un modèle, qu'est-ce qu'on attend de ce modèle? On attend qu'il y ait des confirmations observationnelles. Par exemple, moi je vois qu'il y a un type qui vient de publier un article en français en expliquant que la matière sombre c'est fait avec des mini-trous noirs primordiaux. Alors premièrement, il n'y a pas de modèle pour expliquer comment ça se crée, et il n'y a aucune observation possible. Donc là, voilà, ce sont des spéculations, quoi. Tandis que dans Janus, je crois qu'il y a 19 aspects observationnels qui collent. Donc, c'est vrai, quand il y en a 1, 2, 3, 4, 5, on se dit, c'est quand même intéressant, quoi. Vous savez, il y a, en 92, quand on a sorti la structure spirale galactique, avec un film, c'était impressionnant. Alors, il y a beaucoup de choses que vous dites qui anticipent très largement sur mes prochaines questions. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on garde certains éléments de côté pour la suite. Comme ça, au moins, on va essayer de mettre un petit peu d'ordre pour que tout le monde puisse nous suivre. Hein, et puis, n'hésitez pas à vous répéter si jamais c'est nécessaire. Donc, vous avez dit qu'aujourd'hui, on utilisait un modèle standard qu'on appelle le modèle lambda CDM. Vous nous l'avez expliqué. Et ce modèle, donc, présente des lacunes. C'est ce qui commande, c'est ce qui nous oblige à le dépasser. Alors, j'ajoute quand même, pour nuancer un petit peu les choses, hein, que mon propos ne soit pas déformé, qu'aucun modèle à ce jour n'explique tout, que c'est tout à fait normal de trouver des anomalies, des points de faiblesse dans un modèle cosmologique, mais je vous ai entendu plusieurs fois dire que la recherche en cosmologie piétinait depuis 60 voire 70 ans, peut-être plus. D'où ma question, quels sont les principaux problèmes dans le modèle standard, les principaux problèmes qui nous obligent à envisager un nouveau modèle? Ben, vous voyez, est-ce que c'est une réponse de dire ce qui provoque l'accélération de l'expansion, c'est le pouvoir répulsif du vide? Vous savez, il y a une époque où on se demandait ce qui faisait monter le mercure dans les baromètres. Et vous vous rappelez, je crois que c'est Torricelli, l'Italien, qui a expliqué ça. Mais avant, on disait, ben, c'est simple, c'était la nature a horreur du vide. Oui. Alors, quand vous faites un tube et qu'il y a le vide, le mercure monte. Et l'horreur du vide, on la mesurait. On pouvait la chiffrer. On disait même qu'elle croît avec l'altitude. Par exemple, vous voyez. Donc, là, tout d'un coup, un type a dit non, c'est plus simple, c'est la pression atmosphérique qui fait monter le mercure. Ouais. Bon, voilà, donc la performance d'un modèle, c'est son pouvoir explicatif.
Alors quand vous prenez le modèle lambda CDM, quel est le défaut qu'il a? C'est qu'il impute les phénomènes à des objets inconnus. Par exemple, cette matière sombre, on ne sait pas ce que c'est. Alors, immédiatement, évidemment, les physiciens sont mis à chercher comment on pourrait identifier cette matière sombre. Donc, par exemple, avec les accélérateurs de particules, on fabriquait des protons, des antiprotons, des tas de choses. On a cherché à monter l'énergie de ces particules pour fabriquer ce qu'on appelait des superparticules. Et parmi celles-ci, il y avait une particule qui s'appelait le neutralino. On n'a pas réussi à la fabriquer avec les accélérateurs. C'était l'échec complet, quoi. Et à ce moment-là, on se dit, bon, ben, si on n'arrive pas à mettre en évidence l'existence de ces objets, on va peut-être pouvoir les piéger dans des appareils. Alors, comme les interactions étaient extrêmement faibles, on a envisagé de se protéger sous 1400 mètres de roche. Donc il y a eu une installation dans le tunnel du Mont Cenis, une autre en Italie dans le tunnel du Mont Sasso, justement, où les chercheurs s'étaient mis à l'abri de ces particules de rayons cosmiques qui constituaient un bruit de fond. Alors, il faut regarder un petit peu ces choses-là. Moi, je trouve ça tristement comique. Je vois le type qui dit « Comme ça fait 22 ans qu'on cherche, on ne doit plus être loin ». Ça fait maintenant 22 ans qu'on cherche la matière noire dans le laboratoire souterrain de Modane. Depuis le temps qu'on cherche, on doit être proche du but. Oui, alors justement, alors là, je suis obligé d'intervenir là-dessus. Parce que, là, c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que, bon, on a une hypothèse qui est donc l'existence d'une matière sombre, et on se dit, on va tenter de vérifier cette hypothèse pour que ça puisse expliquer l'observation. Et finalement, on essaye, et ça marche pas. Et on se dit que parce que ça fait longtemps qu'on essaye, on doit bientôt y arriver. On n'est pas loin de la solution. Oh, mais ça, c'était un gag. C'est le Français qui a dit ça. Mais l'Italienne, par exemple. L'Italienne, elle a entrepris de piéger ces particules avec du xénon. Elle était liquide. Alors, elle a essayé avec 1 kilo de xénon. Rien. Alors, elle a essayé 10 kilos de xénon. Rien. Elle a essayé 100 kilos de xénon. Rien. 1 tonne de xénon. Rien. Et toujours rien. Et quelle est l'idée? C'est 10 tonnes de xénon la prochaine fois. Et alors, il y avait ça fait penser à l'URSS. Avant l'effondrement, il n'y avait pas assez de communisme en URSS. non, mais vous voyez, le truc, par exemple, c'est que il y a un numéro spécial de Pour la Science qui est sorti récemment, et là-dedans, il y a Alain Riazuelo qui fait un commentaire en disant que on va arriver à une situation où le bruit de fond dû aux neutrinos va devenir... Et les neutrinos, ils s'en foutent de l'épaisseur de roche. Donc, on va dire, ça existe, mais on ne peut pas la mettre en évidence. Et il faut voir les vidéos où il y a l'Italienne qui est en train, là, le blues, quoi. Puis elle se dit, c'est complètement fou de chercher un truc comme ça pendant aussi longtemps, en se demandant si ça existe. Honnêtement, on ne peut pas continuer à chercher pendant autant d'années quelque chose qui ne se montre pas. Est-ce que c'est frustrant ou est-ce que ça me tue simplement? L'idée de mettre autant d'énergie dans cette expérience qui ne va éventuellement rien trouver, c'est très frustrant. Alors moi, je pense que ça n'existe pas. Je conjecture qu'ils ne trouveront rien. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'anomalies ou en tout cas de lacunes dans le modèle lambda CDM qui vous font penser plutôt que ce modèle-là est dépassé? Disons, c'est pareil. Dans ce modèle Sambellet où il y avait cette constance lambda qui représente le pouvoir répulsif du vide, et c'est un mot, il n'y a même pas de théorie. C'est comme ça, c'est un concept, le pouvoir répulsif du vide. Alors, là encore, c'est le principe du rasoir d'Occam. On a deux théories. Une qui dit c'est mystérieux, l'autre qui dit je sais à quoi c'est dû. Bon, alors voilà. Alors, qu'est-ce que dit le modèle Janus? Le modèle Janus dit ce qui provoque cette accélération, c'est de l'antimatière à masse négative. Et là, à ce moment-là, ça fait sens. Alors, justement, on va un peu embrayer, on va se rapprocher progressivement du détail de l'explication de votre modèle Janus. Donc, dans le prolongement de ma question précédente, et parce que les non-spécialistes comme moi auront besoin d'informations claires, qu'est-ce que les autres modèles candidats, parce qu'il y a plusieurs prétendants au titre de modèle cosmologique, et je vous ai souvent entendu en parler de manière assez peu tendre, qu'est-ce que ces modèles ne permettent pas d'expliquer, et que votre modèle Janus, lui, permet d'expliquer? Sinon que les modèles autres que Janus en termes de masse négative, alors là, ils sont très primitifs. Il y a l'anglais Jamie Farnes, mais lui, il garde le fait de rester dans ce modèle d'Einstein. Donc il a le phénomène Runaway. Et pour lui, ce phénomène Runaway, c'est ça qui fabrique les rayons cosmiques. Puis alors, ensuite, vous avez le français Gabriel Chardin, qui lui...
imagine que c'est de l'antimatière à masse négative, mais alors, vous savez, peut-être qu'au CERN, on a monté des grandes manips comme Alpha, comme Gébar, pour arriver à peser l'antimatière. C'est-à-dire qu'on sait fabriquer de l'antimatière, on sait la neutraliser, puis après on va voir comment elle tombe dans le champ de gravité. Alors lui, il espère que ça va tomber vers le haut. Non. Le modèle Janus dit pas du tout, ça va tomber vers le bas. Donc là, il y a une prédiction. Oui, c'est intéressant ça. Alors... Vous avez aussi une chose très importante que je n'ai pas mentionnée, oui. C'est que dans la cosmologie, on a des particules, mais on a aussi des photons. Ces photons résiduels qui constituent le fond de rayonnement à 2,7 degrés absolu, quoi. Et ces photons, eh bien, je crois qu'on a mis ça en évidence en 67, des choses comme ça, c'est lié à l'annihilation de la matière et de l'antimatière primordiale. Donc, 99, enfin, il y a un pourcentage énorme, il y a seulement une particule sur 1 milliard qui a subsisté, c'est vous, c'est moi, c'est les atomes de cette pièce. Donc il doit exister une quantité équivalente d'antimatière. Alors où est-elle? Alors à ce moment-là, ben, les gens ont cherché, et le modèle Janus explique que cette antimatière, ben, elle est parmi nous, c'est de l'antimatière à masse négative, et on ne l'observe pas. Pourquoi? Parce que les photons de masse négative, ils ont une énergie négative, ils émettent, les particules de masse négative émettent des photons d'énergie négative, et ces photons, on ne les capte pas. Donc ça explique la visibilité, et ça explique la nature de ces objets, et ça c'est une idée qui a été lancée pour la première fois par le russe Andrei Sakharov en 67. Là c'était parfaitement clair, donc Janus concrétise géométriquement les idées de Sakharov, alors qu'il n'y a pas de théorie alternative, pas du tout. Très bien. Alors là, on est vraiment dans le cœur de votre présentation de votre modèle, c'est-à-dire que, bon, alors déjà, je rappelle que, pour ceux qui se poseraient la question, Janus, hein, pourquoi avoir choisi ce nom, modèle Janus? Ben, on pourrait dire que c'est presque un clin d'œil par rapport à Sakharov, puisque qu'est-ce que fait Sakharov en 1967? Il explique qu'il y a deux univers, on a un univers jumeau où le temps va à l'envers. Hein, où à ce moment-là, le temps circule du passé, du futur vers le passé. Et le dieu Janus, dans la mythologie gréco-romaine, c'est un dieu qui regarde à la fois vers le futur et vers le passé. Oui. Voilà, le dieu des commencements et des fins, et puis d'ailleurs, c'est pas tout, des choix, du passage et des portes. C'est intéressant symboliquement. Oui, absolument. C'est très... Non, mais c'est... Ouais. Il est représenté avec les deux visages, donc l'un tourné vers le passé, l'autre... Mais vous voyez, il y a une chose, on regardait ça tout à l'heure sur l'écran, dans la presse depuis janvier, on voit apparaître dans les pages du Nouvel Observateur un univers jumeau qui contient de l'antimatière, laquelle va en sens inverse dans le temps. Et ça, c'est Janus, quoi. Et c'est donc un travail qui est imputé au Canadien Neil Turok. Est-ce que Turok est au courant de Métro? Je pense que oui. Maintenant, en tout cas, les journalistes français le sont. Oui, ce que vous voulez dire, et qu'il faut absolument préciser à nos spectateurs, c'est que ça fait 40 ans que vous travaillez sur ce modèle-là, que vous avez beaucoup de mal à publier dans des revues à comité de lecture pour expliquer le détail de votre modèle, mais que parallèlement à ça, de manière un petit peu comme ça, apparemment accidentelle, apparaissent des articles qui reprennent finalement les fondements de votre modèle, hein, système bimétrique, je crois qu'on dit aussi, enfin il y a plusieurs appellations, et vous n'êtes pas cité. Non. Vous n'êtes pas cité dans ces articles, ni comme source d'inspiration, ni même comme... Ni même comme existant, même. Oui, voilà, tout simplement. J'existe pas. Alors il faut bien que les personnes qui regardent cette vidéo actuellement aient conscience d'une chose, c'est qu'à part Sakharov, dont vous avez déjà parlé, vous n'avez jamais tu son nom, vous l'avez toujours cité, on peut compter sur les doigts de la main le nombre de scientifiques qui ont proposé un modèle du type que le modèle Janus. On est bien d'accord. Ben, en tant que modèle alternatif, vous avez la fameuse théorie MOND, M-O-N-D, qui veut dire Modified Newton Dynamic. Bon, ça, c'est un Israélien qui s'appelle Mordecai, je ne me rappelle plus de son nom, et lui, il imagine que la loi de Newton est un 1 sur R2, puis au bout d'un certain temps, c'est 1 sur R. Alors ça arrive à expliquer des choses, mais pas tout. Ça explique le confinement des galaxies, mais pas celui des amas. Ce qui fait qu'on a une sorte de loi de Newton qui non seulement change avec la distance, mais même avec, disons que les kilos de plume ne pèsent pas aussi lourd que les kilos de plomb, vous voyez. Donc, je ne sais pas, je crois que... Puis alors, en plus, il n'y a aucune base ontologique là-dedans, vous voyez. Alors ça, on va y revenir. Juste pour compléter un petit peu, donc... la notion de matière négative, de masse négative, pardon. La notion de masse négative, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogé quand j'ai découvert ça hein, dans vos travaux. Parce que, alors, je vais défendre un point de vue de novice, hein, très naïf, comme ça, votre rôle, ça va être de m'expliquer. Moi, j'ai appris en cours de physique que la masse, c'était la quantité de matière dans un objet, et j'ai aussi appris en mathématiques que les nombres de 0 à plus l'infini, c'était...
on les appelait les nombres entiers naturels. Sous-entendu, ce sont les nombres qui existent dans la nature au sens où ce qui est devant nous, c'est positif. C'est-à-dire si j'ai un objet devant moi, j'ai plus un objet. Je n'ai pas moins un objet. Et donc l'idée de nombre négatif, si je lui trouve un sens en mathématiques, pour traduire l'idée de perte, par exemple, ou de diminution, tous les collégiens connaissent ça, j'ai beaucoup plus de mal avec l'idée d'une masse négative dans un univers physique que je pensais par définition positif. Vous savez, quand vous parlez par exemple des nombres algébriques avec plus quelque chose et moins quelque chose, alors on pourrait dire des nombres comme plus 1, plus 2, plus 3, pour moi ça me parle parce que j'ai un lapin, 2 lapins, 3 lapins. Voilà. Qu'est-ce que c'est que moins un lapin, moins quelque chose? Eh bien, il faut revenir à cette notion de calcul, de calculus, dans le temps, lorsqu'un commerçant envoyait un adjoint pour livrer des objets, eh bien, l'adjoint avait une sphère en argile, à l'intérieur desquelles il y avait une petite boule, et il y avait autant de boules que d'objets. Donc il ne pouvait pas casser la sphère, il ne pouvait pas truquer. Donc quand il arrivait sur place en disant « je viens vous livrer ce que vous aviez demandé », on cassait la sphère, on avait autant de boules que d'objets, ça allait. Bon, là ce sont des objets positifs. Mais imaginez que les sphères, ce sont des objets qu'on livre, et au contraire, les cubes, c'est des objets dont il va prendre livraison. Donc il arrive en disant « je viens prendre ma commande ». Ma commande, eh bien, c'est tant d'objets négatifs que vous devez me donner. Donc vous voyez, là, plus 1, moins 1, ça se modélise facilement. Alors maintenant, quand on pense aux masses, eh bien, c'est un aspect comportemental. Comportemental, les masses, si elles ont tel comportement, elles sont positives, et tel comportement, elles sont négatives. Voilà. Par exemple, ces masses négatives, elles sont repoussées par les masses positives. Donc, il n'y en a pratiquement pas dans le système solaire. Très bien. Alors, là, je rebondis maintenant sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de la prédiction. Dans votre vidéo Janus numéro 5, vous dites quelque chose d'absolument fondamental. Vous dites « Un modèle est intéressant s'il est prédictif ». Et c'est vrai que le propre d'un modèle scientifique, quel qu'il soit, c'est qu'il est capable de prédire un certain nombre de phénomènes, c'est-à-dire d'anticiper l'observation. Et si ces prédictions se vérifient, évidemment c'est un argument de poids en sa faveur, même si ça ne prouve pas qu'il est vrai, ça prouve qu'il mérite en tout cas qu'on s'y penche, du moins s'il prédit des choses qui n'étaient pas déjà prédites par d'autres modèles. Et à l'inverse, si les prédictions du modèle ne se réalisent pas, c'est peut-être le signe qu'il est incorrect, ou au minimum incomplet. Par conséquent, qu'est-ce que prédit votre modèle Janus, dont nous pourrions avoir une confirmation expérimentale dans les années à venir? Par exemple, que l'antimatière de laboratoire a tombé vers le bas. Voilà une prédiction. Alors effectivement, donc là, on prend date. On prend date. Les paris sont lancés. Si elle tombe vers le haut, je serais gêné. Voilà, on est bien d'accord. Alors par contre, il y a effectivement deux antimatières. Il y a une antimatière de laboratoire qui a une masse positive, et puis l'antimatière cosmologique qui a une masse négative. Mais celle-là, elle est entre les galaxies. Alors effectivement, on pourrait peut-être arriver à la mettre en évidence, on pourrait transporter le laboratoire à 100 millions d'années-lumière. Ouais. C'est assez coûteux quand même. Compliqué. Alors par contre, je vais vous citer une prédiction qui s'est réalisée, ça c'est intéressant, c'était dans les années 90, à un moment j'étais en dialogue avec un référé anonyme d'une revue, et il m'a dit « Qu'est-ce que votre modèle prédirait ?» Alors il y a une chose, c'est que vous savez, il y a ce phénomène qu'on appelle l'effet de lentille gravitationnelle, qui fait que il y a des espèces de distorsions d'image comme ça. Et quand c'est un effet positif, vous savez, une lentille convergente, ça fait converger la lumière. Si vous regardez une lumière avec une lentille convergente, vous avez encore plus de lumière. Par contre, si elle est divergente, ça atténue la luminosité. Donc moi j'ai dit, ben voilà, s'il y a des objets très lointains, comme les galaxies primordiales, eh bien elles vont apparaître comme des naines, parce que leur lumière sera affaiblie par effet de lentille gravitationnelle. Et bien c'est ce qu'on a trouvé, mais quelques mois après. Donc effectivement, à cette époque-là, on a mis en évidence le fait que les galaxies avec des redshifts supérieurs à 7, très distantes, avaient des luminosités très faibles. Et à ce moment-là, les astrophysiciens les considèrent comme des galaxies naines, avec la question, pourquoi se forment-ils des galaxies naines et qui après deviennent des... Non, c'est les galaxies normales. Voilà une prédiction. Et ça s'est avéré. Très bien. Alors... On va passer à des questions peut-être un peu plus larges sur la science. Donc avant de passer à ce type de questions, est-ce que vous auriez des choses à ajouter sur la présentation de votre modèle ou éventuellement la critique du modèle standard? Là, vous avez quartier libre pour compléter. Ce que je trouve navrant, si vous voulez, c'est que depuis 2014, ça fait 6 ans, j'ai demandé à tous les séminaires, à tous les laboratoires de France et de Navarre,
à pouvoir présenter mon travail, j'ai aucune réponse. C'est même pas de réponse négative, c'est aucune réponse. Et vous avez sur Internet une pétition avec 12 500 signatures et 4 500 messages en demandant à ce que je puisse présenter mon travail à l'Institut des études de Bure-sur-Yvette, qui est un petit peu la Mecque. Vous voyez, c'est ça qui est hallucinant, c'est que un travail, ça se discute. Moi, je suis choqué moralement qu'il n'y ait pas d'échange. C'est incroyable. Oui, alors là, effectivement, je pense que quel que soit notre avis, entre guillemets, parce que bon, sur la science, on ne peut pas vraiment parler d'avis, mais même s'il y a des personnes, on va dire, si vous avez des contradicteurs, voire des détracteurs dans le milieu scientifique, la base de la science, et on va en parler, on va consacrer une partie de cet entretien à en parler, c'est quand même le débat, c'est l'échange, c'est la confrontation, si on voulait utiliser un mot pompeux, c'est la transsubjectivité, c'est-à-dire la confrontation des points de vue. Ah oui. Et pour que les points de vue se confrontent, encore faut-il qu'ils puissent s'exprimer, en tout cas qu'on les entende. Donc moi je fais un appel, j'allais dire solennel, mais en tout cas un appel à toutes les personnes qui regarderaient cet entretien et qui auraient les moyens quelconques de faire avancer les choses pour que vous puissiez publier vos articles sans qu'on vous renvoie dans vos pénates avec des excuses parfois un petit peu quand même... Non, j'y arrive quand même. Publier les articles, c'est dur, mais on y arrive. Là, le problème, c'est pas de publier les articles, c'est d'arriver à parler dans un séminaire devant des collègues. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une réponse de toute la France. Vous vous rendez compte, tous les observatoires, tous les centres de physique théorique, toutes ces choses-là, c'est pas normal. Bon, alors s'il y a n'importe quelle personne dans le milieu scientifique qui peut et qui souhaite organiser un séminaire et vous y inviter, hein, l'appel est lancé, qui n'hésite pas, qui se manifeste, parce que on en est là. Hein. Aujourd'hui, c'est simplement essayer d'accéder à la visibilité pour confronter les points de vue, parce que vous n'êtes pas le genre de scientifique qui va fuir le débat. Ah, pas du tout. Plutôt le contraire d'ailleurs. Au contraire. Voilà, donc qu'on se le dise. Alors, on avance. On ne peut pas aborder toutes ces questions d'ordre scientifique sans se poser à un moment donné la question donc du fonctionnement même de la science et de sa nature, hein, ce qu'on appelle l'épistémologie. Donc l'épistémologie, c'est la branche de la philosophie qui étudie les conditions de la connaissance. Hein, ça consiste à se demander, si je simplifie, que peut-on connaître? Or, ce que l'épistémologie nous apprend, c'est que la science est évidemment une méthode, mais c'est aussi et surtout un mode de représentation des choses, dont vont dépendre des choix et des orientations de recherche. Et c'est là qu'on peut introduire la notion de paradigme dans les sciences. Donc un paradigme, c'est une certaine conception du monde, c'est un système de représentation de l'univers, et un paradigme, par définition, est tout sauf neutre. Un paradigme n'est jamais neutre parce que de chaque paradigme va découler une manière particulière de poser des problèmes, ce qui va déjà prédéterminer la manière dont on va répondre à ces problèmes. Je prends un exemple pour que ce soit parfaitement clair pour nos spectateurs. On peut envisager un paradigme de la Terre plate. Ça ne veut pas dire qu'on aurait raison de considérer que la Terre est plate, mais ça veut dire que dans un modèle de représentation de l'univers dans lequel la Terre serait plate, une science est possible. Alors sur cette notion de paradigme, je renvoie nos spectateurs aux travaux du philosophe américain Thomas Kuhn, notamment à son livre La structure des révolutions scientifiques, où il explique bien justement que la science ne peut se renouveler et finalement progresser qu'au prix d'un changement de paradigme lorsque le paradigme en vigueur est épuisé et qu'il ne permet plus de faire avancer la recherche. J'en arrive à ma question, est-ce que l'épuisement de la recherche cosmologique que vous décrivez ne correspondrait pas aux prémices d'un changement de paradigme? Oui, bien c'est un changement très grave, parce que quand vous prenez par exemple le changement paradigmatique de 1900, hein, avec l'avènement de la relativité restreinte et de la relativité générale, ça a été un changement paradigmatique important, mais ça n'a pas bouleversé l'astronomie. Par exemple, une des bases observationnelles, c'était l'avance du périhélie de Mercure, qui est un truc très très minime. Donc c'est simplement l'astronomie classique et les lois newtoniennes n'expliquaient pas ça, et ensuite Einstein l'expliquait, mais ça flanquait pas tout en l'air. Alors que là, vous imaginez dire tout d'un coup la matière sombre, ça n'existe pas, l'énergie noire, ça n'existe pas, mais il y a des milliers d'articles qui partent en fumée. Il y a des discours qui deviennent invalides, c'est terrible. Et quand vous parlez justement de paradigme, ça consisterait à dire votre masque dont vous parlez, quel type de matière sombre est-ce que c'est? Mais ça n'est pas de la matière sombre. Et également un discours comme que deviennent mes propres travaux? Ben, ils valent plus rien. Et vous voyez, c'est peut-être ça qui est l'obstacle le plus important pour Janus, c'est que c'est un modèle qui casse tout.
Donc le changement de paradigme serait trop coûteux? Oui, coûteux. Ouais. Très coûteux, oui, très coûteux. Alors, bon, justement, pour aller un peu au fond des choses, parce que c'est l'impression que j'ai en vous écoutant, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que les chercheurs en cosmologie seraient dans une sorte de logique de l'entêtement vis-à-vis du modèle standard, une logique d'obstination aveugle qui rend le débat rationnel très compliqué, et ça, votre situation le démontre. Ça me fait penser, vous savez, à la phrase de Sacha Guitry, « La raison ne peut rien contre l'entêtement ». L'idée, c'est comme si on avait tellement investi sur le modèle standard qu'on ne pouvait plus faire machine arrière et envisager qu'on soit tout simplement trompé de direction. Et que donc on préférait s'entêter dans une mauvaise direction plutôt que de faire un pas en arrière pour se réorienter. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été étudié en psychologie, hein, ça s'appelle l'escalade de l'engagement. C'est quand on est allé trop loin dans le déploiement d'une action pour accepter d'avoir eu tort et de revenir en arrière. Mais vous vous rendez compte, ces gens qui cherchent la matière sombre dans leurs mines et dans leurs puits, qui ont fait ça avec une tonne de xénon, qui vont essayer 10 tonnes, mais tout d'un coup, si on se dit, mais quand vous voyez ces laboratoires, c'est très important, il y a eu de l'argent, il y a des salaires, il y a des gens qui sont là-dedans, tout d'un coup on ferme en disant, vous avez perdu votre temps, c'est catastrophique. Et là, j'ai quand même envie qu'on aborde la question de la croyance, justement. Selon vous, quelle est la part de croyance? Alors, je vais préciser après ce que j'entends par croyance, mais je vais vous laisser développer. La part de croyance des scientifiques actuels dans le modèle standard. Puisque ce que vous me dites, après tout, c'est que on s'entête dans quelque chose, finalement, qui ne donnera jamais rien. Mais pourquoi s'entêter dans quelque chose qui ne donnera rien, ou en tout cas qui ne répond pas, qui ne réagit pas, à moins d'être animé par une croyance? Mais la croyance, déjà, c'est la croyance dans la notion de progrès. C'est-à-dire qu'on a une certaine façon de démonter le réel et on va continuer. Vous savez, ça a commencé avec les atomes. On a démonté les atomes avec des nucléons et des électrons, puis après on a cassé les nucléons. Puis alors on s'est dit on va casser. Mais le problème, est-ce que c'est ça la bonne stratégie? Vous savez, quand on s'est mis à envisager de quoi étaient faits les protons, les neutrons, on avait la théorie des quarks. Et à ce moment-là, on a eu une grosse surprise dans les années 70. Ces quarks avaient une charge électrique 2/3. Donc ça devait se voir dans les accélérateurs scientifiques. Et on ne les a pas vus. Donc autrement dit, ce qui est apparu, c'est que les quarks n'existaient pas à l'état libre. Mais la question, est-ce que c'est ça, ou est-ce qu'on n'est pas en train de faire comme les épicycles de Ptolémée? Vous qui êtes philosophe, ça vous rappelle quelque chose? Vous savez que dans les épicycles de Ptolémée, c'était un modèle qui était infiniment perceptible. Quand ça n'allait pas, on rajoutait un cercle. Et à la fin, il y avait 48 cercles. Il y a une anecdote, c'est l'enfant d'Espagne qui suivait un enseignement, et quand on lui a expliqué ça, il a dit « Si Dieu m'avait consulté avant de faire ça, j'aurais recommandé quelque chose de plus simple. » Voilà. Alors ça, c'est ce dont vous parlez d'ailleurs dans vos premières vidéos Janus. Vous remontez en fait aux racines de la cosmologie, les premières cosmogonies, c'est-à-dire les premiers modèles de conception de l'univers, où effectivement on avait des résultats qui pouvaient être au mieux approximatifs, et dans lesquels on rajoutait des éléments de complexification pour que ça colle vraiment avec l'observation, mais à la fin ça devenait tellement délirant que... ça n'allait plus. Ouais, ça n'allait plus. Oh. Alors, pour revenir à la croyance dans le milieu scientifique, ça me semble vraiment très très important de rappeler que oui, les scientifiques sont autant soumis aux croyances que les autres. Et c'est une erreur gravissime, je pense, de croire que parce qu'on fait de la science, on aurait le pouvoir de s'extraire de ses croyances. On ne s'extrait jamais de ses croyances. On les façonne pour les faire correspondre à notre conception de la rationalité. La preuve, c'est que personne ne va arriver en disant « je suis quelqu'un d'irrationnel et je pense, je crois en des choses sans aucun fondement ». Tout le monde pense être rationnel. Tout le monde pense avoir de bonnes raisons de croire ce qu'il croit. Et ça me semble lié à un gros malentendu quand on parle de la croyance, qui est que beaucoup de gens confondent croyance et croyance irrationnelle. Or, il y a des croyances très rationnelles. David Hume disait « J'ai besoin de croire que le soleil se lèvera demain. » Même si dans les faits, je ne peux pas en être certain à 100%. Mais j'ai besoin de cette croyance, qui est une croyance très rationnelle, parce que sans croyance, je ne peux plus vivre dans un monde qui a du sens. La croyance donne du sens. Donc une croyance n'est pas forcément une croyance dans quelque chose de surnaturel, d'irrationnel, mais ça n'enlève rien au fait que ce sont des croyances. Et là, je vais citer un philosophe que tous les zététiciens devraient avoir lu, qui s'appelle Charles Sanders Peirce,
et qui explique que le phénomène de la croyance est totalement indépendant du contenu de la croyance. La croyance, c'est le phénomène par lequel j'adhère à une idée, non pas parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle donne du sens à mon identité et qu'elle me procure une satisfaction. Et c'est justement parce qu'elle me procure une satisfaction que je vais la percevoir comme vraie, et non pas l'inverse. Et plus je suis en recherche de satisfaction, plus j'ai besoin que les choses aient du sens pour moi, et plus je vais solidifier mes croyances, plus je vais m'accrocher à elles comme à des vérités absolues. Et au-delà de la croyance, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le dogme. Le dogme n'est pas le propre des religions. Le dogme, c'est la croyance telle que l'idée même qu'on puisse le remettre en cause nous est insupportable. Et donc, pour revenir au sujet de notre entretien, parmi les dogmes indéboulonnables dans la communauté scientifique, les dogmes qu'on ne peut pas remettre en cause sous peine de passer pour un fêlé, comme dirait l'autre, il y en a un qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est celui de la vitesse de la lumière, qui est présenté comme une constante universelle. Donc, Jean-Pierre Petit, vous qui avez étudié la question, qu'en est-il de la vitesse de la lumière? Eh bien, il y a une chose, par exemple, c'est que j'ai fait une bande dessinée là-dessus qui s'appelle « Tout est relatif ». Bon. Et c'est vrai que c'est difficile à expliquer pour l'homme de la rue. Qu'est-ce qui fait que la vitesse de la lumière s'impose comme une limite? Ça ne veut pas dire que dans le cosmos, il y a des épistémofliques avec un soufflet qui disent « Attention, vous approchez 300 000 km par seconde, arrêtez ». Non, non, c'est un problème géométrique. C'est un peu comme de dire « Je ne peux pas aller plus profondément qu'au centre d'une sphère », par exemple. Par exemple, une phrase comme ça, vous habitez sur une espèce de goutte liquide et vous dites « Je voudrais aller très profond ». Quand vous serez arrivé, vous ne pourrez pas aller plus bas. C'est vraiment ça. Alors donc, c'est vrai qu'à l'intérieur d'un contexte, avec des masses données, eh bien, on ne peut pas aller plus vite qu'une certaine vitesse, qui est la vitesse de la lumière. C'est simplement, c'est une propriété de l'espace. Oui. Je veux dire, tout ceci est entièrement contenu dans la phrase « Nous vivons dans un espace de Minkowski ». Ça, c'est incompréhensible pour l'homme de la rue, mais tout de suite, ça fait sens. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a deux, des espaces comme ça. Et ça, c'est Sakharov qui commence par le dire. Et les deux univers n'ont pas nécessairement la même vitesse de la lumière. Alors ça, c'est intéressant. Alors très intéressant, et je vous laisse poursuivre si vous le souhaitez, c'est-à-dire que ce que vous nous expliquez, c'est que la limite de la vitesse de la lumière, finalement, n'est pas une propriété de la lumière elle-même, mais plutôt une propriété de l'espace dans lequel se diffuse cette lumière. Et avec son contenu, Vous avez des photons d'énergie positive qui ne peuvent pas aller plus vite que 300 000 km par seconde, mais les photons d'énergie négative ne peuvent pas aller plus vite que 3 millions de km par seconde. Il y a facteur 10, voilà. Donc à ce moment-là, les lois de la physique sont différentes. Ça, c'est fascinant. Et donc si on révise notre conception du cosmos, on peut du coup envisager une autre vitesse de la lumière, ou en tout cas d'autres potentielles vitesses de la lumière. Disons que si tout d'un coup vous avez un véhicule qui arrive à inverser sa masse, eh bien il peut franchir des distances, et à ce moment-là, il a une limitation de vitesse qui lui laisse une plage beaucoup plus large, puisqu'elle est 10 fois plus grande, et les distances sont raccourcies d'un facteur 100. Donc il gagne un facteur 1000 sur la durée, donc les voyages interstellaires deviennent faisables. Et là est la cause du blocage total de la communauté scientifique. Parce que vous imaginez ce que ça soulève, dire tout d'un coup que les voyages interstellaires sont non impossibles. Vous savez qu'on a trouvé des milliers d'exoplanètes, et maintenant on trouve des planètes qui ont des conditions de vie qui sont semblables à celles de la Terre, etc. Donc à ce moment-là, il n'y a plus personne qui dira nous sommes seuls dans l'univers. Il y a forcément des gens, quoi. Donc, mais maintenant la dernière barrière, la barrière épistémologique dernière, c'est sûr, il y a des êtres intelligents, mais ils ne peuvent pas venir nous voir, oui, parce que ça prendra trop de temps. Loin et qu'on ne peut pas aller à la vitesse de la lumière. Et ce que dit Janus, c'est non, c'est faisable. C'est faisable. Et ça, c'est le crime absolu. Voilà, mais là où j'ai l'impression que beaucoup de personnes vous répondent ça, comme si c'était un argument définitif, c'est que ces personnes-là n'ont pas compris qu'en fait, il ne s'agissait pas de dépasser la vitesse de la lumière, il s'agissait d'envisager un espace dans lequel une autre vitesse de la lumière existe. Je donne un exemple. Imaginez que vous prenez un trajet qui consiste à aller de Marseille à Alger. Oui. Bon. Alors Marseille et Alger, vous avez deux solutions. Soit vous faites un trajet aérien, oui, vous êtes limité. Par exemple, vous avez une loi qui vous interdit d'aller plus vite que la vitesse du son. Alors à ce moment-là, plus vite que la vitesse du son, si vous êtes dans l'air, c'est 300 mètres secondes. Bon. Maintenant, si vous êtes dans l'eau, c'est 2500. Donc vous avez deux vitesses du son différentes. Alors si vous changez de milieu, par exemple tout d'un coup quelqu'un émerge à Alger en disant voilà j'ai mis tant de temps. C'est pas possible. Tu as dépassé la vitesse du son. Non, pas dans le milieu où j'évoluais. Je vois. Là je crois que c'est clair. C'est très clair. Parfait. Alors, il y a une chose qui perturbe forcément le philosophe, en tout cas l'apprenti philosophe lorsqu'il s'aventure sur le terrain des sciences de la nature, c'est le statut des mathématiques.
On connaît la phrase de Galilée qui disait « La nature est un livre écrit en langage mathématique ». Et effectivement, c'est fascinant, hein, en tout cas, moi je trouve, de constater à quel point les mathématiques sont efficaces pour rendre compte du fonctionnement de l'univers. Alors aujourd'hui, certains se posent la question de savoir, est-ce que c'est l'univers lui-même qui est de nature mathématique? Autrement dit, est-ce que les mathématiques sont le langage de l'univers? Ou bien est-ce que les mathématiques sont le langage inventé par l'homme pour faire parler la nature? Donc là, je fais référence au discours d'Étienne Klein, hein, tout son propos sur les mathématiques, même si en réalité c'est une question philosophique très ancienne, hein, parce que ça nous très ramène... Très intéressant. Oui, ça nous ramène à la querelle des universaux déjà, ça nous ramène à l'opposition Platon et Aristote, hein, puisqu'on sait que pour Platon, le monde des idées était un monde transcendant au monde sensible, tandis que pour Aristote, les concepts sont des inventions de l'esprit pour rendre compte du monde sensible. Mais dans tous les cas, le fait est que si l'univers n'était pas régi par les mathématiques, on ne pourrait pas utiliser les mathématiques pour prédire des observations cosmologiques. Je vais prendre un seul exemple, c'est la découverte de Neptune par Le Verrier en 1846, non pas par l'observation, non pas à la lunette astronomique, mais par le calcul à partir des irrégularités de la trajectoire d'Uranus. Autrement dit, les mathématiques ont finalement permis de découvrir Neptune avant qu'on découvre Neptune. Donc j'en arrive à ma question, quel est le statut des mathématiques dans la recherche cosmologique, le statut des mathématiques, et plus particulièrement dans votre modèle Janus? Moi, je pense à une phrase de mon maître à penser, le mathématicien Jérôme Souriau, qui a d'ailleurs écrit un livre qu'il n'a jamais pu publier, malheureusement, qui s'appelle « Grammaire de la nature ». Et pour lui, les mathématiques, c'est la grammaire de la nature. C'est très joli comme mot. Alors, effectivement, on a eu des discussions ensemble de ce côté-là, et la question c'était, est-ce qu'il existe des mathématiques pures? Est-ce qu'il existe des mathématiques qui n'ont rien à voir avec le réel? Oui. Souriau pensait que non. Moi, je ne vais pas trancher là-dessus, mais c'est vrai que ça pose des tas de questions. Parce que, par exemple, vous avez pris l'exemple de Le Verrier, qui a calculé la position de la planète Neptune. Mais de nos jours, nous avons l'avance du périhélie de Mercure. Et imaginons qu'Einstein ne soit pas venu. Mais à ce moment-là, il y aurait un Le Verrier bis qui calculerait. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Le Verrier. Le Verrier a fait un calcul en disant c'est dû à une planète qui s'appelle Vulcain, qui tourne près du Soleil et qui est plus près que Mercure. Alors, comme elle était très près du Soleil, on ne peut pas l'observer. Alors, on a essayé désespérément d'observer Vulcain. Mais vous savez ce qu'on dirait de nos jours? Écoutez bien ça, on dirait c'est une dark planète. C'est une planète sombre. Mais oui. Oui, parce qu'on sait qu'elle existe, mais on ne la voit pas. Voilà, et ça fait rien. Alors là, c'est le côté vicié des mathématiques qui consiste à dire je ne le vois pas, mais je mets un mot et voilà, tout est réglé. Ce que vous voulez dire, hein, vous me corrigez si je me trompe, c'est que autant on peut faire l'hypothèse d'un élément physique par un calcul, hein, on trouve quelque chose par le calcul, mais à ce moment-là, on doit le vérifier ensuite par l'observation. Mais si on prédit quelque chose mathématiquement, mais qu'on ne le trouve jamais, c'est peut-être qu'il y a un problème aussi dans notre calcul, ou en tout cas dans notre manière de poser l'équation. Mais vous savez, c'est très compliqué un truc comme ça, parce que, par exemple, quand on dit, si on prédit quelque chose par le calcul, regardez par exemple, Tycho Brahe. Tycho Brahe, il était très troublé par le mouvement de la Terre, hein, à cause, le mouvement le fait que, il disait par exemple, prenez les étoiles, hein, imaginez qu'elles soient à des millions de lieues. Eh bien, si la Terre bougeait, les étoiles proches devraient bouger par rapport au décor arrière. C'était un raisonnement intelligent. Oui. Donc, il faisait le calcul en disant, regardez, un calcul montre que, simplement, il se trompait d'un facteur 10 000 sur la distance de l'étoile. Vous vous rendez compte? Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on a un calcul exact avec un raisonnement qui se tient, et malheureusement, c'est foireux parce que la donnée numérique est fausse. Donc, il y a un jeu là-dedans. On prédit des trucs, ça ne s'observe pas. Alors, vous avez un autre truc qui a occupé les gens de la Terre pendant des décennies, c'est les supercordes. Rappelez-vous, les supercordes, c'est tellement génial. Alors, est-ce que les supercordes ont un sens? Je n'en sais rien, mais un tas de papier absolument gigantesque pour lequel il n'y a strictement aucune observation. Ouais, les supercordes avec lesquelles on fabrique les fameuses super chaussettes. Oui, exact. Vous voyez, alors, on ne sait plus très bien à quel ça se vouer, parce que
regardez par exemple quand la mécanique quantique est apparue, vous savez qu'Einstein disait Dieu ne joue pas au dé, c'est assez amusant. Et il y a une chose extraordinaire, la mécanique quantique prédisait le paradoxe d'Einstein, Podolsky et Rosen. Podolsky et Rosen étaient deux élèves d'Einstein et ils avaient fait des calculs en montrant si la mécanique quantique tient debout, alors il va se passer ceci. Et vous savez ce qui se passe. Là, vous avez un atome qui émet 2 photons. Ces photons ont des plans de polarisation. Les plans de polarisation, vous savez, quand on prend une corde, on peut la faire osciller dans un plan particulier. Oui. Donc à ce moment-là, vous avez un photon qui oscille comme ça et l'autre qui oscille comme ça. Et on prédit que les plans restent perpendiculaires. Alors ce que dit la mécanique quantique, c'est que lorsque vous avez un photon qui file comme ça, vous pouvez le faire passer dans une bobine, et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle l'effet Faraday, vous pouvez faire tourner le plan de polarisation. Alors vous faites tourner le plan de polarisation de ce photon, et l'autre fait pareil. Alors comment est-ce que le second photon, c'est que... Comment il est au courant comment il est au courant. Il faudrait qu'il soit informé à 2 fois la vitesse de la lumière. Alors là, Einstein et Podolsky et Rosen disaient, voilà, ça prouve que la mécanique quantique déconne, quoi. Oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez un Français qui s'appelle Alain Aspect, qui a fini par faire l'expérience et qui a montré que ça marchait. Oui. Alors vous voyez, là vraiment, il y a une sorte de dialectique, prédire, vérifier. Oui, là vous parlez d'un cas où effectivement c'est l'observation qui va nous amener à revoir nos calculs. Mais justement, ça montre une chose, c'est que est-ce que notre bon sens est fiable ? Alors, ça marche dans les deux sens, parce que, vous voyez, pour la mécanique quantique est d'une absurdité totale. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas modélisé géométriquement. Il doit y avoir quelque chose, si vous prenez par exemple la relativité et que vous enlevez la géométrie, c'est incompréhensible, un truc comme ça. Bon, là, la mécanique quantique est un exemple d'absurdité croissante, quoi. Donc, quel va être le progrès? Comment est-ce qu'on va faire? Vous savez, il faut toujours garder en tête que peut-être un jour, il y aura encore un autre changement de paradigme. Le problème de la localité va peut-être changer, savoir si quelque chose est dedans ou dehors. Prenez par exemple... vous savez, ça me fait penser à Platon et son mythe de la caverne. Vous savez que dans le mythe de la caverne, nous sommes censés ne voir que des ombres, ce sont des choses qui nous échappent, etc. Alors, imaginez par exemple qu'on prenne une courbe fermée avec un objet et on le projette sur un écran. Eh bien, suivant comment c'est placé, l'objet il est dans la courbe ou à l'extérieur. Tout à fait. Tout simplement. Oui, oui, oui. Alors, pour un observateur, il est dedans, pour un autre observateur, il est dehors. Ben, c'est comme les objets géométriques en 4 dimensions. Qu'on ne peut pas vraiment se représenter dans notre physique à 3 dimensions, en tout cas avec nos moyens de perception naturelle qui sont en 3 dimensions, ce serait comme de vouloir faire défiler des solides devant finalement un être géométrique qui n'aurait que 2 dimensions. Là où on verrait une sphère, il verrait un cercle, enfin, ce serait pas possible de le faire représenter. Donc, oui, par exemple, moi j'ai vécu en 1975 cette aventure qui avait commencé en 67 du retournement de la sphère. Un jour, je rencontre un mathématicien aveugle qui vient de mourir, qui s'appelait Bernard Morin, et il avait modélisé une façon qu'avait une sphère de se retourner. Alors ça veut dire quoi? Vous prenez une surface sphérique, vous les peignez la sphère en rouge d'un côté et en vert de l'intérieur, et à ce moment-là, hop, hop, et le vert se met à l'extérieur. Waouh, voilà exactement. C'est incroyable. Et voilà, j'ai passé un été à comprendre. Voilà quelque chose qui vous massacre les neurones. Ouais. Par contre, quand vous prenez par exemple ce modèle de trou noir, avec tout ce qu'on a pu écrire là-dessus, sur l'intérieur du trou noir, sur la singularité centrale, et puis il n'y a pas d'intérieur. C'est là où le bon sens, le sens commun, disons, a emmené dans des erreurs. Le sens commun qui viole les mathématiques. Les mathématiques disent non. Oui. Et là, on est en plein dans le débat, quoi. C'est vrai que donc ça veut dire que le rapport entre les mathématiques et le réel, c'est un rapport passionnant, violent, contradictoire. Quelquefois, les mathématiques ont raison et le réel doit s'adapter aux mathématiques. Et quelquefois, c'est le réel qui dit non, c'est moi qui ai raison, vos mathématiques ne tiennent pas debout. Et vous avez même une chose la plus importante possible, c'est le théorème de Gödel. Le théorème de Gödel, vous savez, qui dit « tout langage a une proposition indécidable ». Oui. Hein? Et qu'est-ce que c'est qu'une proposition indécidable? Par exemple, si je dis je mens, oui. Ça ne veut rien dire. Soit vous mentez, voilà. Dans ce cas-là c'est vrai, voilà. Soit c'est faux, et dans ce cas-là voilà. vous ne mentez pas. Donc alors, le langage est plein de propositions indécidables. Vous connaissez la parabole des géants subtils et cruels de Goncept. Ah bah, rappelez-la pour nos spectateurs. Voilà. Moi je la connais, c'est vrai alors, qu'elle ce sont des géants subtils et cruels. Quand un voyageur arrive sur l'île, ils le font prisonnier. Ils lui disent, voilà ce qu'on va faire, tu vas nous dire quelque chose, si c'est vrai, on va te laisser partir, et si c'est faux, on va te mettre à mort. Et les dit, Prévost, vous allez me mettre à mort.
Et là ils sont dans les ennuis. Bug dans la matrice. Donc voilà, donc des propositions indécidables, il y en a plein. Oui. Alors à ce moment-là, il y a des gens qui ont dit oui, mais comprenez, la théorie des ensembles appartient, n'appartient pas, il n'y a pas de problème. Non, on a montré que la théorie des ensembles était faillible avec le fameux paradoxe du barbier, qui rase tous les gens qui ne se rasent pas eux-mêmes, etc. Alors à ce moment-là, le mathématicien Gödel s'est dit, je vais essayer de trouver le langage le plus fondamental. Quand on dit c'est simple comme 2 et 2 font 4. Alors ça c'est vite dit. Ce qui est loin d'être simple. Voilà. Alors il a pris l'arithmétique, et en plus au sens des nombres en binaire. Et c'est assez étonnant, c'est le concept de nombre premier. Vous savez, un nombre premier, c'est un nombre qui n'a pas de diviseur. Eh bien, les nombres premiers sont premiers dans n'importe quel système de numération. Le nombre 5 est premier en base 2. Oui. Donc, il a pris ces nombres premiers comme quelque chose. Les nombres premiers, c'est vraiment de la magie, parce qu'ils sont premiers sur toutes les planètes de l'univers. Dans n'importe quel système à 15 milliards d'années-lumière, il y a un type qui sait ce que c'est qu'un nombre premier. C'est pareil. Ils sont en nombre infini, d'ailleurs, le nombre premier. Exactement. C'est quelque chose de magique. Donc, Gödel s'est servi des nombres premiers pour sortir une espèce de théorème bizarre. Et il a cherché à construire ce qu'on appelle une logique, un langage complet. Un langage complet, c'est un langage où il n'y a pas de problème, pas de proposition indécidable. Donc, il a essayé de prendre l'arithmétique définie par les axiomes d'un Italien qui s'appelle Peano. Et lui, il a axiomatisé l'arithmétique. Donc, l'axiomatique, ça veut dire que je prends une machine avec des engrenages, des rouages, et je vais tourner une manivelle. Et si je dis, est-ce que 1 égale 1, ça va me sortir oui. Bon, après, je vais dire, est-ce que 1 égale 0? Et à ce moment-là, la machine se met à faire oui, non, oui, non. Donc, 1 égale 0 n'est non décidable. Bon, à ce moment-là, on pourrait dire, je vais rajouter un axiome. Oui, mais si je pense que 1 égale 0 est faux, alors je ne peux pas démontrer que 2 égale 1 est faux. C'est pas possible. Bon, vous voyez, donc autrement dit, même les mathématiques sont construites sur du sable. C'est extraordinaire. Oui, parce que là, les exemples que vous avez donnés, là, les petits paradoxes amusants, je précise quand même pour les spectateurs que c'est pas juste des paradoxes amusants, pour le coup. Ça a donné lieu ensuite à des vrais problèmes mathématiques difficiles à résoudre, pour ne pas dire irrésolubles. Mais disons que je pense que nous sommes sur le point d'avoir un changement de paradigme mathématique. Alors justement, j'allais vous en parler juste avant, parce que je viens d'y penser, là, je fais une petite parenthèse, hein, Jean-Pierre, c'est que dans ma précédente question, j'ai cité le nom d'Étienne Klein, hein, pour la question des mathématiques. Et si je ne dis pas de bêtises, Étienne Klein était passé sur Thinkerview, la chaîne YouTube Thinkerview, et la deuxième fois, l'animateur lui avait demandé à la fin de l'entretien s'il accepterait de débattre avec vous sur votre modèle Janus. Et il avait répondu oui. Si on invite Jean-Pierre Petit, est-ce que vous voulez interagir avec lui sur son modèle? Bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas eu d'émission, il n'y a pas eu de débat. Alors, est-ce que vous avez eu des nouvelles? Je ne sais pas si on peut le dire, mais hors micro, il a dit non. Ah. Voilà. Bon, alors, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que... C'est dommage, parce que c'est un garçon brillant qui explique des tas de choses avec beaucoup de talent. Voilà. Pour tout ce que j'ai pu écouter, ce que j'arrivais à suivre sur le plan scientifique, puisque sur le plan philosophique ça allait, je trouve que c'est très très intéressant ce qu'il dit, et certaines des questions que je vous ai posées d'ailleurs étaient un petit peu en lien avec certains de ses travaux. Mais c'est vrai que ce serait quand même, je pense, très intéressant de vous avoir en débat, et pas forcément en débat contradictoire, mais en dialogue, en échange, parce que je pense que lui, son domaine, si je ne me trompe pas, c'est plus l'épistémologie. Le temps aussi l'intéresse beaucoup, le temps. Le temps, oui, voilà, exactement. Il a fait des vidéos sur le... Mais Janus aussi. Mais vous, de la même façon, vous êtes aussi multicarte, c'est-à-dire que vous êtes astrophysicien, mais vous avez aussi un grand intérêt pour la philosophie, donc je pense qu'un dialogue est possible entre vous. Ah oui. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais lancer un appel aux internautes. Ah oui. C'est d'extraire là ce petit bout de vidéo et de l'envoyer à Étienne Klein sur Twitter, par exemple, hein, comme ça il le verra, de lui proposer un débat, ou plutôt une discussion, enfin on verra comment on appelle ça, en terrain neutre, que je me proposerai d'animer, étant donné que n'ayant pas les compétences de toute façon pour prendre parti pour l'un ou pour l'autre, je pourrais simplement faire la voix des spectateurs, c'est-à-dire d'essayer de rendre tout ça compréhensible pour le commun. Donc vous, est-ce que vous seriez d'accord? Bien sûr, mais de toute façon, ce ne serait absolument pas un débat conflictuel. Non, parce que déjà, c'est pas votre nature. Non, je veux dire que la philosophie est un échange d'idées. On n'est pas là en train de se jeter des croyances à la figure. Totalement. Il faut aller dans des cénacles religieux pour faire ça. Ouais, et je pense que... Enfin bon, je pense que Étienne Klein, quand même, moi je le perçois
avec une certaine quand même dimension d'ouverture d'esprit, hein, d'après ce que j'ai pu voir de lui. Donc je pense que ce serait très beau d'assister à cette discussion. Vous savez, il y a une vidéo qu'il a faite où il est à l'intérieur d'un petit laboratoire d'astronomie, à côté d'une lunette, et il dit la chose suivante, ça leur remontait à déjà 2-3 ans, soit on arrivera à identifier cette matière sombre, soit alors on sera obligé de remettre en cause les modèles théoriques qui nous permettent de comprendre le réel. Il a tout dit, quoi. Bon, c'est tout. Très bien. L'appel est lancé. S'il s'avérait que nous n'avons aucune trace expérimentale de leur réalité, il faudra mettre le doute, cette fois, non pas sur la réalité, mais sur la théorie qui prétend la décrire. Et la question est, qui va céder en premier? La théorie ou la réalité? Alors, j'ai une question en lien avec les mathématiques. C'est une question qui va peut-être vous paraître un peu idiote, mais après tout, pourquoi pas, parce qu'on en a déjà parlé un petit peu là tout à l'heure. Mais c'est une question un peu spéculative. Si on admet que les lois physiques qui régissent l'univers sont de nature mathématique, est-ce que ça signifie que la réciproque est vraie? Autrement dit, est-ce qu'il se pourrait que tout ce qui est mathématiquement possible soit physiquement réel? Ben, disons qu'il y a des choses qui sont mathématiquement possibles, qui se sont révélées être réelles, et il y a des choses qui sont réelles, qui sont révélées en contradiction avec les mathématiques. Donc il y a une interaction. C'est-à-dire que de temps en temps, les mathématiques nous disent qu'il faut changer la vision du réel, et de temps en temps, le réel dit qu'il faut changer l'interprétation mathématique. Donc, vous voyez, ça s'appelle la dialectique, je pense. Et alors, moi j'ai un exemple en tête. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai l'impression que... en fait, pareil, c'est un réflexe de novice, de non-scientifique, de me dire qu'on a développé des mathématiques finalement assez complexes, alors complexes pas au sens mathématique complexe, mais au sens courant du terme, et de se dire que finalement on a utilisé toutes ces théories mathématiques pour décrypter le réel physique. Et je me dis, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on devrait s'arrêter à racine carrée, puissance, etc. Pourquoi est-ce que, par exemple, les nombres imaginaires, les fameux nombres imaginaires, ne pourraient pas être convoqués aussi pour expliquer certains phénomènes physiques? Alors on va me dire que par définition, si c'est imaginaire, c'est pas réel, puisqu'il y a les nombres réels qui... Voilà. Mais qu'est-ce qui l'empêche, je veux dire, logiquement, théoriquement? Est-ce que vous croyez que c'est pas une deuxième vidéo? Parce que là, vous êtes en train d'ouvrir une boîte de Pandore absolument infernale. Bon, bah alors j'annonce à nos spectateurs qu'il y aura vraisemblablement une deuxième vidéo. Absolument. Hein, est-ce que vous voulez donner un petit peu l'eau à la bouche, ou est-ce que vous préférez qu'on garde ça pour plus tard? Bah oui, je peux donner l'eau à la bouche. Disons que... qu'est-ce qui crée le concept de masse, le concept de rayonnement, etc. Bon, ben, vous prenez un homme comme Souriau, le mathématicien, eh bien, moi je trouve qu'il avait une approche passionnante en disant « Donnez-moi un espace et sa structure, et je vous dirai ce qu'il contient ». Alors à ce moment-là, ben, quand on prend un espace euclidien, eh bien à ce moment-là, là-dedans on peut se déplacer avec des rotations, des translations. Et à ce moment-là, Souriau, avec une méthode mathématique tout à fait claire, dit, eh bien, dans cet espace, il y a des droites, il y a des plans, il y a des cercles, il y a des sphères, il y a des cylindres, il y a des ellipses, très bien. Alors ensuite, si on se donne un espace-temps, 4 dimensions, mais qu'est-ce qui habite cet espace-temps? Eh bien, ce sont des mouvements, ce sont des particules. Les particules sont décrites par leurs mouvements. Alors il y a, dans un espace de Minkowski, les masses, et puis les charges électriques, et puis les masses, et puis les photons. Mais là où c'est intéressant, c'est que cette matrice sécrète des masses négatives et des photons d'énergie négative. C'est de là qu'est parti tout ce déploiement de Janus. Maintenant, si on décide tout d'un coup que l'espace dans lequel on vit est un espace de hermite, eh bien à ce moment-là, il a des masses réelles et des masses imaginaires et des masses complexes. Et là, à ce moment-là, on a un déploiement de quelque chose. Vous savez, il y a une anecdote assez amusante. J'ai une très bonne amie qui s'appelle Nathalie Deberg, qui est mathématicienne, qui est belge, et qui bataille beaucoup avec moi pour publier dans ce domaine-là. Donc, elle a fait tout un travail de l'algèbre, du groupe de Poincaré, etc. Elle envoie ça à une revue qui a beaucoup de mal à trouver un référé. Et finalement, la revue lui a dit votre travail, comme ça donne des masses imaginaires, c'est pas de la physique. Alors là, on pourrait dire la mécanique quantique non plus, parce que des imaginaires, il y en a à tous les coins de rue. C'est marrant. Ouais. C'est vrai, voilà. Très bien. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va poursuivre sur rendez-vous. Voilà, le rendez-vous est pris. Alors, on arrive à la dernière question de cet entretien. Jean-Pierre Petit, s'il y a une seule chose, que vous souhaiteriez que les gens retiennent de votre parcours, qu'est-ce que ce serait?
Une seule chose que j'aimerais que les gens retiennent du parcours, eh bien, remettez tout en question, c'est tout. Voilà, c'est ce que je dirais à des étudiants. Ne prenez pas comme argent comptant tout ce que vous avez appris à l'université. Vous savez, il y a une chose amusante, quelquefois, il y a des gens qui me disent « Mais comment trouvez-vous des idées ?» C'est très simple. Vous prenez un bouquin, regardez par exemple, là vous avez un magnifique bouquin de cosmologie, comme ça, là vous l'ouvrez, et puis vous cherchez là où il y a écrit « reasonable », raisonnable, « assume », suppose, et vous dites « qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas raisonnable ?» Vous prenez l'hypothèse inverse, et là, hop, vous avez tout un champ de recherche qui se déploie, c'est tout. Donc apprenez à ne pas être raisonnable, apprenez à remettre tout en question, voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre Petit. Thank you.